suis arrivée au deuxième ravitaillement au 40e kilomètre en 3h55 et là, c'était des trompes d'eau, des rafales de vent. Donc, moi, je me suis ravitaillée, j'ai changé de veste. Et au bout de 7 kilomètres, je suis arrivée à une intersection au bord de l'océan. Et il y a un commissaire de course qui s'est approché de moi et qui a mis les bras en croix et qui m'a dit « Mademoiselle, je suis désolée, je vais vous arrêter. » J'ai répondu « Mais pourquoi vous pouvez pas me faire ça ?» Il m'a répondu « C'est un arrêté préfectoral qui vient de tomber, la course est annulée, nous arrêtons tous les coureurs. » Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Et oui mes chers trailers et mes chers trailers, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du Let's Try podcast, consacré exclusivement à la pratique du trail running et à sa communauté. Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial car il met en avant les membres actifs de la communauté du LTP présents notamment sur les réseaux sociaux. Et comme je vous le disais dans la présentation et dans les objectifs du podcast, je souhaite créer une famille, une vraie famille, et mettre en avant le plus régulièrement possible les membres de la communauté, car c'est vous, et vous seul qui êtes à la base de mon projet. Vous seul permettre au Let's Try Podcast d'exister et me permettre de vous proposer des contenus toujours intéressants, et c'est sur vous que je veux baser les orientations à donner et les améliorations à apporter, car seule votre satisfaction compte pour moi. Et je tenais d'ailleurs à vous réaffirmer ma volonté de répondre à toutes vos remarques, tous vos commentaires et vos critiques, car ceux-ci me permettent de faire évoluer le podcast, et donc n'hésitez pas à communiquer avec moi via Instagram ou Facebook. Vos retours sont une vraie source de motivation et un réel moteur pour faire avancer le LTP. D'ailleurs, n'hésitez pas, comme je vous le demande à la fin de chaque épisode, de noter lorsque vous utilisez Apple Podcast, avec 5 étoiles mon podcast, ceci a pour but d'augmenter la visibilité au sein de cette plateforme, et ceci est très important pour moi. En complément, je compte d'ici peu lancer une newsletter qui permettra à ceux qui le souhaitent de recevoir les infos toutes fraîches de ce projet. Je vous tiendrai au courant bien sûr de l'avancement de ce moyen de communication qui pourra me permettre de communiquer différemment avec vous. Et donc passons maintenant à la présentation de l'invité de cet épisode. C'est une invitée qui a énormément compté dans le développement et l'élaboration du projet podcast dans les premiers temps. Elle a été une des toutes premières à me faire des retours lors de la diffusion des premiers épisodes du Let's Ride podcast. Et pour ça, je l'en remercie énormément, car elle m'a permis de comprendre que ce projet était susceptible de plaire aux auditeurs. Dans cet épisode, nous allons donc évoquer avec mon invité son histoire par rapport au trail, ses réalisations passées et ses objectifs futurs. Nous allons également parler de son ressenti par rapport aux premiers épisodes du Let's Ride podcast. Et enfin, nous allons avoir diverses discussions sur différents sujets qui, vous le verrez, sont tous autant enrichissants et passionnants les uns que les autres. Je ne vais pas vous faire plus attendre et je laisse place à ma discussion avec Marion. Alors salut Marion, je te souhaite je te souhaite la bienvenue dans cet épisode du Let's Ride podcast et je te remercie d'avoir répondu favorablement à ma demande. C'était avec plaisir. Je pouvais pas refuser, ça se refuse pas ce genre de demande. C'est très gentil. Alors pour commencer un petit peu Marion, est-ce que tu pourrais en quelques mots te présenter personnellement ? Oui, alors je m'appelle Marion, j'ai 29 ans, je suis juriste de formation puisque je termine un doctorat en droit et de métier. Et voilà, je travaille dans un établissement public. J'habite dans le Limousin, région Nouvelle-Aquitaine. On n'a pas de montagne, on n'a pas de mer, mais on a des idées. Donc voilà, même à la campagne, le trail, ça se prépare pas mal. C'est clair. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta vie familiale, si c'est pas indiscret Mariée, pas mariée alors non, pas mariée. Du coup, ça me laisse plein de temps pour m'entraîner, c'est l'avantage. J'ai 2 affreuses à temps plein à la maison. Il ne s'agit pas de mes filles, mais d'un chat et d'un chien. D'accord. C'est une vie familiale comme une autre, hein, mais... ça occupe, ça occupe. C'est clair. Donc non, voilà, bien libre pour l'instant. En tout cas, à la maison, il n'y a personne. Alors, Dans mon cas, c'est autre chose. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta profession actuelle ? Oui, donc je suis juriste pour un établissement public très connu dans le monde du cheval. Je fais du suivi de la réglementation nationale, européenne. Je gère tous les contentieux, donc j'interviens en appui de différents bureaux. Et puis
Puis voilà, oui, de l'expertise juridique. J'aime bien aller au bout des choses dans tous les domaines et c'est le cas en droit. Donc, D'accord. c'est un boulot passion où j'ai réussi à allier, pardon, ma passion pour le droit et ma passion pour le cheval. Donc, voilà, Alors j'ai justement, beaucoup de chance. on va justement en parler. J'ai vu beaucoup sur tes posts que tu étais passionné de cheval. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette passion? Ben oui, Depuis quand elle a commencé et puis ce qu'elle en est presque aujourd'hui? depuis toujours, hein. Presque Mhm. depuis toujours. Je suis cavalière depuis 25 ans maintenant. Voilà, j'ai voulu faire du poney à 4 ans et ça m'a jamais lâché depuis. D'accord. Donc voilà, j'ai ma jument, je sors en compétition de dressage. Là encore, hein, c'est comme pour le trail, ça implique du temps, de l'investissement personnel, financier, mais voilà, je vis les choses à fond, donc que ce soit pour l'équitation ou pour la course à pied, voilà, j'aime pas faire les choses à moitié. Donc l'équitation, c'est une passion qui m'a jamais lâchée, qui intervient bien en complément d'autres sports peut-être un peu plus intensifs. D'accord. Et tu pratiques la compétition dans l'équitation ou pas du tout? Ouais, oui, Oui. oui, ouais, ouais. Je sors en compétition de dressage. Puis j'ai, voilà, quelques objectifs sympas vers le plus haut niveau amateur, on va dire. D'accord. J'en suis pas au niveau de pouvoir engager ce qu'on appelle, nous, un indice professionnel, mais Mhm. j'espère pouvoir engager les plus hauts indices amateurs avec ma petite jument de 7 ans et demi maintenant qui travaille bien. Et alors, une question que je me pose à chaque fois, on va pas trop s'étendre sur le sujet parce que c'est pas le sujet principal du podcast, mais tu as ta propre jument avec laquelle euh, tu évolues tout le temps, quoi. C'est Toujours ça. la même jument. Exactement. Alors, certains cavaliers surtout les cavaliers professionnels, ont plusieurs montures, mais en l'occurrence, nous, cavaliers amateurs, souvent, on en a qu'une seule. Donc, moi, j'allie vraiment la passion du cheval, c'est-à-dire avoir ma jument, m'en occuper, et puis de l'équitation, la travailler, puis l'amener, j'espère, un jour à son meilleur niveau, et qu'elle aussi, elle m'amène à mon meilleur niveau de cavalière. Donc oui, moi en l'occurrence, j'ai qu'une seule jument et du coup c'est un véritable couple. Et voilà, avant j'en avais une autre que j'ai toujours, mais qui est à la retraite, donc que j'embête plus avec l'équitation. Il y a juste le côté papouille qui rentre en compte maintenant. Mais oui, D'accord. oui, en termes d'équitation, j'ai ma jument C'est un travail et d'équipe. je ne monte qu'elle. Exactement, oui, c'est un travail d'équipe et je dirais même plus à trois. Mhm. Puisqu'il faut ajouter le coach à tout ça, on a besoin de bons yeux à cheval. Comme on est dessus, on ressent juste, on voit pas. Donc, Tu as c'est besoin d'un vraiment un œil travail à extérieur. trois. Ouais, D'accord. Ok. complètement. Bon, je te remercie pour ces précisions. On revient au sujet principal donc, du podcast. Est-ce que tu peux nous donner dans les grandes lignes ton historique par rapport à cette pratique? Alors, si tu as fait d'autres sports avant, un peu ton historique dans les Hmm. grandes lignes. Oui, bah alors j'ai fait de la course à pied. En fait, j'ai commencé la course à pied relativement petite et j'ai arrêté à cause d'une blessure relativement sévère au tendon d'Achille. J'étais encore jeune et les séances de kiné étaient vraiment très très douloureuses et j'ai pas eu à cœur de m'y remettre après. J'ai arrêté plusieurs années. Tu Et faisais quoi, de puis là, l'athlétisme ou de la course sur route uniquement? d'athlétisme. Donc à l'époque, du coup, athlétisme, c'est tout, hein. C'est les crosses l'hiver et puis l'été, c'est la piste. Ça va du lancer de poids, enfin de la découverte du lancer de poids, hein, j'ai pas percé, jusqu'à la marche, en passant par des trucs un peu plus classiques comme le 800 ou le 1500. D'accord. Donc voilà, et puis après, j'ai arrêté plusieurs années. Et puis là, on va dire que ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je cours régulièrement. Et en footing, pas forcément avec des dossards. J'ai commencé un petit peu par la course sur route, j'avais 19 ans. J'ai fait un peu de 10 kilomètres pour m'amuser, enfin voilà. Et puis par contre, le trail, c'est une découverte un peu plus récente puisque j'ai pris mon premier dossard en 2015. Voilà, à la suite d'une petite visite aux gendarmes et aux voleurs de temps. C'est une course connue par chez nous, Mhm. inconnue dans toute la France d'ailleurs, je pense. Et puis je me suis dit, bah, l'année prochaine, je serai là. Alors ça partait mal parce que j'avais jamais fait. J'avais rarement fait plus de 12-13 kilomètres en courant. Mhm. Et je m'étais dit, bon, bah voilà, allez, je fais 32 en compétition l'année prochaine. Et je m'y suis tenue. Et voilà, c'est parti de là. Et depuis, ça m'a pas vraiment lâché. Ça s'est vraiment renforcé il y a 2 ans. D'accord. Vraiment, Donc, vraiment, je cours très régulièrement depuis 2 ans. d'accord. Il y a 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé particulièrement
qui t'a fait augmenter ta pratique du trail? Il y a eu quelque chose de particulier? Oui, il y a eu un événement relativement traumatisant dans ma vie, pardon, qui a fait que soit je restais enfermée chez moi et je pense que je sombrais très fort, soit j'enfilais mes baskets et j'allais courir et j'ai choisi d'aller courir. J'ai un peu été forcée les premiers jours parce qu'on m'a dit viens enfile tes baskets, on va courir. Ce à quoi j'ai répondu mais non, je peux même pas me lever. Et en fait si, le corps est une incroyable machine. Non seulement j'ai pu me lever, et en plus j'ai pu aller courir. Alors c'était relativement pitoyable. Au niveau lenteur et vraiment je dis ça en toute honnêteté parce qu'on battait des records de lenteur à 6 et demi à l'heure sur le plat simplement parce que j'étais épuisée mais pour autant je courais et voilà, il y a 2 ans je suis repartie de là, donc d'un peu loin et aujourd'hui voilà, je pense que c'est une belle revanche sur la vie d'avoir chaussé ces baskets là il y a 2 ans et de m'être dit bon, je vais faire ce que j'ai toujours voulu faire, c'est du trail et du trail long. Donc, on va se laisser le temps d'y arriver, mais on va essayer d'y aller quand même un peu sereinement. D'accord. Bon, mais je te remercie pour ces précisions. Est-ce que tu peux nous donner un peu les grandes dates, enfin, ou les grands événements que tu as effectués jusqu'à présent dans le trail? Qu'est-ce qui te vient, les premières dates qui te viennent en tête? Mon premier vrai trail, mon premier 32 kilomètres du coup, enfin vrai trail ça commence à partir de quelques kilomètres, mais voilà, ce que moi j'ai considéré comme un trail qui était un petit peu long, ça l'était à l'époque pour moi, 32 kilomètres en mai 2015, et puis après le GRP hiver. Le Grand Raid des Pyrénées? Ouais, Grand Raid des Pyrénées, il y a 2 ou 3 ans maintenant. C'était sur quelle distance? C'était sur 20 kilomètres et D'accord. c'était sur neige. C'était magique, le GRP blanc. Ils l'ont pas fait l'année dernière, mais D'accord. voilà, c'était vraiment une course super chouette. Et puis après, kilomètre vertical de Chamonix. Mhm. Je l'ai fait 2 fois, c'est un rêve. Fin juin, c'est le rendez-vous annuel et j'ai vraiment adoré. Donc ça, je m'en C'est souviendrai. c'est lequel, excuse-moi, c'est lors du marathon du Mont Blanc? Oui, Oui, hein, exactement. c'est C'est ça. celui qui a lieu le vendredi Fin du juin. marathon du Mont Blanc. Exactement, le D'accord. dernier week-end de juin. Mhm. Et sinon, la date que j'oublierai pas, c'est le 22 juin 2019 avec l'Ultra 01 XT, l'Ultra des Plans qui fait donc 83 km. C'est celui qui est parrainé par, ou qui est créé Qui par était Xavier parrainé Thévenard? par Xavier Thévenard. Exactement. Donc Ouais. XT pour Xavier Thévenard, si je me trompe XT pas. pour Xavier Thévenard. D'accord. Exactement. Et du coup, ça, c'était mon premier vrai trail long, mon premier petit ultra, si j'ose Donc dire. c'était un combien? J'ai peut-être pas écouté. 83 km. 83. Ouais, D'accord. 83 et 2007-8 de D+. D'accord. Et ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Je le boucle en 10h54 et puis je gagne l'épreuve chez les féminines. Ah, Donc c'était d'accord. une belle aventure, c'était une belle journée. Ah, ben c'est cool ça. Ouais, c'était une Euh, première expérience réussie. ah, mais tu m'étonnes. Donc tu as un niveau, tu as un très bon niveau, quoi. Non, pas du tout. Ouais, mais si tu ne fais pas la modeste, si tu gagnes chez les féminines, sur le XT, sur un triathlon, tu dois Ouais. avoir un niveau quand même assez conséquent. Alors, en équitation, on dit souvent que la première fois, c'est de la chance et la deuxième fois, c'est un peu plus du talent. Donc, on verra. Là, je pars toujours du principe que enfin, rien n'est jamais acquis. J'ai eu beaucoup de chance ce jour-là, tout s'est très bien passé. Hmm. J'ai eu les jambes de A à Z. J'avais la chance d'être très bien ravitaillée, très bien entourée. J'avais du pacing, c'est-à-dire que Mhm. j'ai pas porté mes affaires parce que le règlement de l'épreuve permet justement, Oui, oui, j'ai vu. Ouais, voilà tout ça. Donc, je pense qu'il y a eu une part de planète très bien alignée, mais bon, Pas si je que quand pouvais même, hein. revivre ça, ce serait génial. Oui, j'étais préparée pour, Hmm. mais c'est passé le jour Hmm. J. Je suis Parce contente. que, juste pour préciser par rapport il me semble, hein, si tu me dis si je me trompe, l'événement de Xavier Thévenard, il veut se rapprocher des événements un peu comme à l'américaine, Exactement. c'est-à-dire enfin, la possibilité d'avoir des pacers, donc des accompagnateurs sur des Exactement. parties, Oui, il laisse beaucoup de liberté aux coureurs. exactement. Au Et donc terme toi, de matériel obligatoire, de mhm. pacing et d'assistance. C'est un petit peu l'idée voilà, des États-Unis de dire c'est un peu la liberté de courir
De toute façon, c'était son discours, de toute façon, un ultra n'est pas équitable. Donc, c'est pas en essayant de créer une certaine équité par un règlement qu'on va régler les problèmes d'équité. Donc, autant le laisser à chacun la liberté de courir comme il l'entend, avec ou sans matériel obligatoire, D'accord. avec ou sans pacer, avec ou sans assistance. Et toi, comment tu as perçu, comment tu as ressenti cette épreuve? C'était différent des autres? Ça s'est bien passé? Comment tu peux le Oui, bah, décrire? c'était mon premier trail long, donc j'étais vraiment dans l'inconnu. J'ai pris le départ du 83 en n'ayant jamais couru plus de 30 km, enfin 32 kilomètres du coup, en trail. Donc c'était le gros inconnu. Je me suis blessée pendant ma prépa. J'ai eu 6 semaines d'interruption à cause d'une grosse blessure à la cuisse. Et c'est pendant ces 6 semaines que je devais courir l'objectif, le mi-objectif afin d'être prête pour le trail long. Du coup, j'étais vraiment dans l'inconnu et j'avais peur, voilà, de me dire bah, comment on passe de 32 à 83. Mhm. C'était l'incertitude le jour J. Et en fait, ça s'est vraiment très bien passé. Je pense que mon corps était prêt à encaisser l'effort et j'ai pas ralenti. J'ai été constante dans l'allure, dans l'effort. Dans ma tête, je courais pas 83 km, je courais de ravitaillement en ravitaillement. Donc à Mhm. chaque fois, c'était des objectifs qui étaient à 10, 15 km. Et je pensais purement technique en fait. Mange, bois. Voilà, c'est des choses que je me répétais tous les 10 minutes, tous les quarts d'heure. J'ai traversé des moments d'euphorie, d'autres moments où j'avais envie de m'arrêter. Je savais pas trop pourquoi parce que j'allais bien objectivement. J'ai pas eu de bobo à part une ampoule au 7e kilomètre. Mais on a changé les chaussures et ça allait mieux après. Donc D'accord. j'ai pas eu de bobo, j'ai rien eu. Quand je dis que ça s'est passé comme dans un livre, c'était le cas parce que Tout s'est enfin, aligné, vraiment, quoi. je pense que j'ai eu de la chance, même la météo. Enfin, je suis Mhm. quelqu'un qui supporte pas la chaleur. S'il avait fait 10 degrés de plus, ça n'aurait pas été pareil. Mhm. Voilà. Mais là, ça s'est juste bien passé et j'ai pas subi l'effort D'accord. pendant la course. Et puis, ben, mine de rien, quand on joue pour être devant, ça porte. Donc, le Mhm. fait que j'étais annoncée deuxième féminine m'avait vraiment, en quelque sorte, donné des ailes parce que je croyais au podium. Et ensuite, quand j'ai doublé Nathalie Sanchez qui était première, bah là, voilà, je savais qu'il me restait 10 kilomètres et que je voulais rien regretter. Donc, j'ai Mhm. essayé d'appuyer. Et puis, quand on est concentré sur autre chose, on a pas mal, en quelque sorte. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de la péripétie que tu as eue, ben, je crois que c'est récemment, il y a 2 jours, hein, sur le Red Light Vendée Trail. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, 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 je vais essayer d'en parler sans pleurer. Non, je plaisante, ça va. Non, je plaisante. Le Red Light Vendée Trail, c'était un trail qui faisait donc 95 kilomètres, plutôt Donc roulant. excuse-moi, c'était ton deuxième gros objectif. Voilà, c'était mon deuxième gros objectif de l'année. Après l'Ultra 01, j'ai fait le kilomètre vertical de Chamonix pour m'amuser. En juillet, bah, je me suis un petit peu reposée. Puis en août, je me suis dit, bon, allez, on se refixe un objectif. Et je me suis fixé le Red Light Vendée Trail. Donc le 9 août, je savais que 3 mois après, j'allais courir le Red Light Vendée Trail. Donc c'était l'objectif, 95 km, 1400 de dénivelé positif. Donc c'était un beau challenge pour moi parce que je me suis dit, bon, bah, maintenant, il faut s'entraîner à courir parce que clairement, le dénivelé n'est pas assez important pour se permettre de beaucoup marcher, entre guillemets, même si on marche toujours sur un ultra. Donc voilà, comment tu vas gérer 10, 11, 12 heures de course à courir. Donc voilà, j'ai essayé de préparer au mieux. Et puis bah, le jour du Red Light Vendée Trail, il faisait très mauvais. On le savait, ça faisait plusieurs jours que la météo l'annonçait. Et j'ai passé le premier ravitaillement, il pleuvait pas encore, donc au début ça allait encore. Et puis au fur et à mesure, ça s'est complètement intensifié. Je suis arrivée au deuxième ravitaillement au 40e kilomètre en 3h55 et là, c'était des trompes d'eau, des rafales de vent. Donc, moi, je me suis ravitaillée, j'ai changé de veste. Puis, sortie du ravitaillement, j'étais plutôt euphorique. Donc, c'était vraiment une très, très belle partie dans la forêt de Saint-Jean-de-Mont. C'était absolument superbe. Et au bout de 7 kilomètres, je suis arrivée à une intersection au bord de l'océan. Et il y a un commissaire de course qui s'est approché de moi et qui a mis les bras en croix et qui m'a dit, Mademoiselle, je suis désolée, je vais vous arrêter. Oh mon Dieu. J'ai répondu, mais pourquoi? Pourquoi vous pouvez pas me faire ça? Il m'a répondu, c'est un arrêté préfectoral qui vient de tomber, la course est annulée, nous arrêtons tous les coureurs.
Donc, on a été une bonne quinzaine à être arrêtés entre la sortie du ravitaillement, donc le 41e kilomètre, et le 57e kilomètre. Voilà, la tête de course était au 57e et donc moi j'ai été arrêtée au 47e. Voilà. Donc on encaisse le choc. Sur le moment, je dis c'est pas possible. Mais si, bien sûr que c'est possible. Il y a eu des rafales de vent qui ont été enregistrées à 110 km/h, quelques choses qui ont volé, et ils annonçaient des rafales à 130 quelques heures après. Donc voilà. Faut pas s'amuser avec ce genre de Non, conditions. non, non, principe de précaution oblige. Je ne peux que comprendre la décision. Bien sûr qu'elle est dure à entendre sur le moment, surtout que quand on est dans la course, on se rend pas compte. Voilà, on est porté par autre chose. Encore une fois, on est sur la technique, sur tout ça. Donc il pleut, oui, il y a du vent, oui. Mais voilà, j'étais pas congelée. J'avais l'impression que ça allait, mais bon, ça. Quelle a été ta première réaction à l'annonce de cette arrêt de Mais course? le déni? Non, vous pouvez pas me faire ça. Le déni? Non, non, vraiment, ma première réaction, c'est que j'y ai pas cru. Et après, je voulais savoir pourquoi. Le monsieur me l'a très bien expliqué. Je voyais toute la détresse dans ses yeux. Et après, voilà, je suis allée voir mon ami et ma maman et je leur ai dit, mais j'étais bien. Et tout le monde m'a dit, bah oui, oui, ça s'est vu. Enfin, j'avais une bonne place au scratch. J'étais première féminine. Ça allait bien. Mais voilà, c'était comme ça. Enfin, je me suis bien sûr pas énervée. J'ai rien fait. J'étais juste infiniment triste et à peine montée dans la voiture, je me demandais ce que j'allais bien pouvoir faire pour rebondir et quelle course j'allais trouver, quoi. Il était hors de question de là-dessus. J'ai vu que sur Instagram, tu as posté quelque chose avec l'idée principale qui était de dire voilà, il y a plus grave. Il me semble que tu as posté un truc un peu dans le genre, donc j'ai trouvé le post sympa parce que c'est vrai qu'il y a Oui, pour les effectivement plus grave, organisateurs. quoi. Oui, il y a effectivement beaucoup plus grave et clairement, ça fait 3 fois que ça arrive et ça fait 3 fois que ça me pèse. Je pense qu'il faut vraiment être un peu plus indulgent qu'on ne l'est avec les organisateurs parce que entre la Maxi Race, où il y a eu quelques problèmes de bouchons cette année et de plateaux repas pas assez garnis, les Templiers qui ont été annulés quelques heures avant le départ et le Red Light Vendée Trail qui a été annulé pendant la course du 95 et avant même le départ des autres courses, j'ai vu des réactions sur les réseaux sociaux assez apocalyptiques et que je trouve complètement démesurées. Disproportionné. Ouais, complètement. Je peux comprendre qu'on soit déçu, je peux comprendre qu'on veuille des explications, mais je pense que les 3 événements que je viens de citer ont été très bien, les ont donnés, ont vraiment fait des choses et vraiment, enfin, s'il y avait qu'une seule chose à dire, ce serait en appeler avec un peu de bienveillance et d'empathie pour les Tout à fait. organisateurs qui sont des passionnés de trail comme nous et qui sont les premiers absolument désolés quand il y a des couacs comme ça ou pire, des choses complètement indépendantes de leur volonté, comme un arrêté préfectoral qui tombe. Enfin, faut voir certaines réactions qu'il y a eu à l'annonce de l'annulation. Voilà. J'imagine pour connaître les Templiers, pour y avoir participé, que Gilles Bertrand notamment, le directeur de course, après 25 ans de course, a dû annoncer à peu près 2500 coureurs sur les Templiers l'annulation de la course. J'aurais pas aimé être à sa place. Donc effectivement, comme tu le dis, il faut vraiment être comment dire, Bienveillant, juste bienveillant. Voilà, et avoir un peu de recul sur tout ça, quoi. c'est ça. Oui, et puis alors au-delà de la bienveillance, effectivement, juste se dire bon, c'est une course. On a le droit d'être déçu, bien sûr, on la prépare. Enfin, mais c'est normal. Mais juste ne pas s'en prendre aux organisateurs qui subissent encore plus que nous. Et il y a des conséquences beaucoup plus importantes pour eux que pour les coureurs. Faut aussi y penser. Donc. Je suis d'accord avec toi. Pour avoir un peu participé à l'organisation pardon. Pour avoir participé à l'organisation d'une course en étant bénévole, pas l'organisation mais en étant bénévole, on se rend compte de toute la complexité, de tous les paramètres qui rentrent en compte dans l'organisation d'une course. Quand on l'organise ou quand on participe en tant que bénévole, c'est incroyable. C'est incroyable. Oui, tout ce qu'il faut penser, c'est absolument. Et puis oui, et puis
on voit bien que les organisateurs de petites courses, notamment, on a plusieurs d'ailleurs exemples dans la région, sont obligés d'arrêter tellement les contraintes et les démarches administratives sont de plus en plus complexes et tellement il y a de choses à penser en fait, c'est ça. Et du coup, nous coureurs, enfin, on peut avoir cette vision complètement égoïste de dire, bah mon plateau repas il n'était pas assez garni, mais enfin si on ouvre quand même 2 secondes un petit peu ses oreilles et ses yeux, on se rend compte qu'il y a tellement de choses à gérer que tout peut Mhm. pas être parfait et que voilà, je pense qu'en France, on est quand même bien lotis, on a des belles courses et voilà, si on n'aime pas une course, une organisation, on n'est pas obligé d'y revenir, personne nous met le Tout à couteau fait. sous la gorge. Je pense que faire des posts assassins sur Facebook et Instagram, c'est jamais une bonne solution. Voilà, libre à chacun de juger de la qualité de l'organisation de chaque course, quoi. On est absolument d'accord. On va revenir un peu sur ton cas perso. Est-ce que tu peux nous décrire une semaine type d'entraînement? Alors, que ce soit en prépa pour un gros objectif ou hors prépa, c'est toi qui choisis. Ok. Alors, bah, du coup, je peux décrire les deux parce qu'il y en a une qui est très rapide. Hors prépa, je m'entraîne pas. C'est-à-dire que je vais courir, Mhm. mais je vais courir. Je prends mes baskets, donc je sais pas, les petites semaines 3 fois par semaine, les grosses semaines 6 fois par semaine. Et voilà, je vais juste courir. Je mets pas d'intensité, je fais pas de côte, je vais courir autour de chez moi. Si je suis en déplacement professionnel, je vais découvrir la ville. Si je suis au bord de la mer, je vais au bord de l'océan. Voilà, je me mets aucune séance. Et quand je suis en prépa, par contre, je ne suis pas vraiment de plan d'entraînement. Je ne suis pas entraînée par quelqu'un d'autre que moi. Par contre, tous les dimanches, j'essaye de me dire, bon, ben, tu fais quoi de ta semaine en fonction d'un planning un peu plus général qui consiste à dire que ben, pendant 3 semaines, j'essaye de faire du volume et pendant 3 ou 4 semaines, j'essaye de faire un peu de volume ou un peu de charge. Et pendant la dernière semaine, j'essaie de faire un peu plus cool. Et je fonctionne par cycle comme ça. Et Mhm. du coup, dans une semaine type d'entraînement, il peut y avoir beaucoup de choses. Ça dépend de ce que je juge important à travailler sur le moment, mais globalement, je mets peu de séances techniques. Donc, il va y avoir sur une semaine de prépa, pas plus de 2 séances techniques. Donc, ça peut être VMA sur piste ou des côtes. Voilà, en général, c'est ça. Mais ça peut aussi être d'autres choses comme de l'endurance de force, des séances un petit peu plus spécifiques. Enfin, voilà, j'essaie de vraiment m'inspirer. Je lis beaucoup de choses, j'essaie d'écouter des podcasts, j'essaie de voir comment s'entraînent les gens autour de moi. Et puis voilà, j'aime bien partir et me dire, bon, bah, ce soir, ce serait bien que tu fasses un peu de vitesse. Et puis au dernier moment, décider de ma séance. Alors si c'est 10 fois 400, c'est 10 fois 400. Et puis si je suis un peu fatiguée, ce sera que 10 fois 200 et puis je les ferai plus vite, c'est pas grave. Voilà, je m'impose rien. Si ce D'accord. n'est respecter un minimum de volume quand même, parce que je pense qu'on peut pas se permettre d'aller sur un ultra sans un certain volume d'entraînement. Donc, mais bon, j'en ai besoin aussi de ce volume d'entraînement. Donc finalement, Donc là, ça tu ne te me rends demande compte pas que d'effort. tu vas énerver la quasi-totalité des auditeurs de ce podcast parce que tu finis première féminine des ultras que tu fais et tu Non, nous non, dis non, je me moi, fais. hors prépa, je m'entraîne pas, je cours juste pour courir. Non. Ah, tu peux pas dire des trucs pareils. Mais Il y si, en a qui vont s'énerver vraiment. mais non, parce qu'en fait, si je m'entraîne, je suis beaucoup moins forte parce que je lâche dans la tête. C'est vraiment, je pense que la notion de plaisir quand on fait des courses de plus de, je sais pas, 6 7 heures, elle est tellement fondamentale. Je suis pas pour me faire mal à l'entraînement, je n'y arrive pas, j'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Chez moi, ça ne fonctionne pas. Je suis certaine que pour des distances plus courtes ou pour des caractères différents, ça marche, mais pour moi, ça ne marche pas. J'ai besoin justement de garder une énorme réserve à mon corps, réserve que je vais utiliser le jour de l'ultra. Parce que en amont, je l'aurais jamais mis à l'effort. Je vais jamais courir quand il fait très chaud. Je vais jamais faire de séance quand il fait très froid. Enfin, j'essaie de préserver au maximum mon corps parce que quand j'ai besoin de lui, du coup, il répond présent. Après, ça m'empêche pas de faire des séances où je tape un peu dedans. Si je me dis, bah aujourd'hui, je fais un peu de seuil. L'autre jour, j'ai fait 20 minutes au seuil. Et j'ai trouvé l'idée bonne de le faire sur la piste. Sauf que j'avais pas pensé que la piste étant parfaitement plate, j'allais mettre un rythme quand même bien supérieur à si j'avais fait ma séance en nature. Donc j'ai fini à peu près les bras en croix à la fin de mes 20 minutes sur la piste.
épuisée en me disant mais pourquoi j'ai fait ça? J'ai été trop vite. Puis j'ai regardé mon chrono, effectivement, c'était un peu débile. J'étais plus vite que mon allure seuil en fait. Donc voilà, de D'accord. temps en temps, mais alors franchement, les séances où je finis comme ça, elles sont vraiment très rares. Je pense que c'est super important de juste mettre du volume facile Mhm. parce que finalement l'ultra c'est ça. Enfin, je fais pas des Mhm. longs ultras hein, pour l'instant. Voilà, je suis sur des trails longs, on va dire. Mais je pense que c'est ça. C'est juste répéter, Mhm. répéter. Voilà, donc habituer son corps à du volume. Donc je Et donc vais. tu décomposes, tu décomposes tes entraînements même quand tu es en prépa ou pas en prépa. Tu fais des sorties longues quand même, Oui, mais pas plus long, très longue. pas très longues. Non, pas très longue. J'ai été une fois à 3 heures pour préparer le Red Light Vendée Trail Mhm. et c'est tout. J'avais été une fois à 2h30 avant l'Ultra 01. Voilà, globalement, je vais pas faire de sortie très longue. Par contre, je vais travailler par bloc de charge. C'est-à-dire que je vais me dire, entre vendredi et dimanche, ce serait bien que j'aille courir 2 fois et que je fasse du home trainer 3 fois. Et du D'accord. coup, je fais que 2 heures de sortie longue, entre guillemets, que 2 heures, hein, mais je fais 2 heures de sortie longue. Par contre, arrivé des 2 heures, je vais sur mon home trainer 1 heure. Et puis le soir, je me remets sur mon home trainer et puis je fais une séance de force pendant 1h30. D'accord. Donc voilà, pour moi, c'est du volume facile parce que du coup, je suis toujours un petit peu en train de travailler sur la fatigue. Voilà. Après, je pense qu'il y aurait 1000 choses à améliorer sur mon entraînement. Enfin, même pas 1000, il y en a 10 000, je pense, à améliorer. Et je pense que je fais encore beaucoup d'erreurs. Mais voilà, en tout cas, j'apprends. C'est D'accord. l'expérience. Et J'essaie de gérer le pic de forme, j'essaie de voir quand j'ai trop chargé ou quand au contraire, j'en ai peut-être pas assez fait. Enfin, voilà. tu fais de manière empirique, c'est-à-dire que tu constates les effets qu'ont les entraînements sur tes performances qui suivent Mm. et en fonction de ça, tu fais des conclusions et tu avances comme ça, quoi. Exactement, exactement. Et À première vue, ça marche bien, quoi. oui, pour l'instant, ça marche bien. Je dis pas que ça marchera tout le temps, mais c'est ce qui marche le mieux. Moi, j'ai avant été entraînée, j'ai préparé des distances plus courtes et voilà, clairement, ça marchait moins bien que ce que je fais aujourd'hui. Enfin, c'est super important pour moi d'avoir tout le temps envie de courir. Si j'ai pas envie de faire une séance, je la fais pas. Voilà. J'ai l'impression que tu fonctionnes beaucoup beaucoup à la tête. C'est-à-dire, Ouais, je pense. ta force, c'est le mental, dans un premier temps, j'ai l'impression. Et tu t'écoutes beaucoup en termes psychologiques, quoi. J'ai Oui, l'impression. oui, c'est un peu ça. C'est que je refuse de me faire mal. Enfin, de me faire vraiment mal. C'est-à-dire que, bien sûr, quand on fait une séance de côte, on a un petit peu mal, on force, enfin voilà, c'est évident. Mais, à chaque fois, je me dis, tu pourrais arrêter maintenant. Ah oui, mais j'arrête pas, je continue. Mhm. Voilà. C'est un peu l'idée. Je suis toujours libre de me dire, oh, je pourrais arrêter, que ce serait pas grave. Oui, bon, ben voilà. Puis je me dis toujours aussi, ah, je pourrais en remettre une derrière. Mhm. C'est important pour moi parce que je sais que si je vais au bout, après, j'ai plus l'envie. J'ai plus envie de rechausser mes baskets. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Je pense que je cours depuis assez longtemps pour savoir que j'ai vraiment besoin de me sentir totalement libre. Et c'est pas pour autant que je m'entraîne pas. C'est pas pour autant que je mets pas de séance de qualité. Mais c'est vrai que j'en mets peu parce que globalement, je veux pas trop forcer. Je veux faire du facile, mais le facile additionné, finalement, ça devient du un peu plus difficile. Et je pense que Mhm. c'est ça qui m'entraîne bien pour des courses de 8-10 heures, 10-12 heures. Mm. D'accord. Et on dit souvent, alors je ne sais plus quelle est l'expression consacrée, mais on dit une course, ça se gagne en montée, un trail, ça se gagne en montée, mais ça se perd en descente. Toi, Ouais. tu fais beaucoup de travail spécifique en descente ou pas du tout? Alors voilà, on touche du doigt le Donc problème. si tu veux changer de sujet, on peut de Ouais, suite ouais, changer de ouais, sujet. on va. Alors voilà, Joker. Je suis très mauvaise en descente. Je descendais bien, fut un temps, je me suis fait une entorse, c'était il y a 2 ans. Et malgré le fait que mes ligaments vont très bien, malgré le fait que j'ai une super kiné qui me fait faire des exercices de folie et qu'on constate que tout tient bien, je suis sujette à entorse. C'est un état de fait, c'est ma Ben, on est blessure dès que deux, je suis fatiguée, hein, voilà. on est deux, Donc, ouais. Et puis je pense qu'on est même plus on est beaucoup dans le plus. trail, voilà. Mais du coup, j'ai cette frayeur de me tordre la cheville, donc pour le coup, c'est mon gros point faible, les descentes, et je sais qu'il y a plein de trails que je rêve de faire.
pour l'instant, je ne peux pas y aller à cause de ça. Et puis alors, C'est mon l'entorse, facteur limitant. Vraiment, les Ouais. descentes, c'est mon facteur limitant. Et l'entorse, en plus, voilà, enfin, c'est douloureux, c'est handicapant, c'est tout ce qu'on veut, quoi. L'entorse, pour en avoir eu un certain nombre, parce que je pratiquais le foot étant plus jeune, une fois que c'est imprimé dans la tête, j'ai l'impression que c'est dur à faire partir, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce D'accord. petit côté, putain, mais si ça repart, je fais comment? Et C'est exactement ça. des Ouais. vraies entorses, ça s'oublie très difficilement, enfin, de mon point de C'est vue. exactement ça. En Mm. tout cas, moi, j'ai pas du tout réussi à me débloquer. C'est dans ma tête tout le temps. Dès que la descente est un minimum technique, un minimum dangereuse, enfin, c'est vraiment mon problème numéro un et de loin. Je sais que si je veux améliorer mes temps, si je veux pouvoir courir les trails qui me font envie, je vais être obligée d'y passer. Je vais être obligée de faire des descentes et de m'engager, vraiment. Alors, moi, Aujourd'hui, ça va mieux. ouais. Sur certains entraînements, je me débloque un peu, mais on est quand même très loin je travaille spécifiquement les descentes et c'est dommage. Moi, ce que j'essaie de faire, bon, j'ai pas le même niveau que toi, hein, mais ce que j'essaie de faire par rapport à cet aspect-là, c'est si je fais du travail spécifique en descente, donc par chez moi, on a énormément de spots où effectivement c'est du très technique, il y a un peu de tout en fait, donc ça c'est super. Et j'essaie de travailler spécifiquement, mais dans des durées très courtes. Tu vois, si tu veux, D'accord. pour éviter, Oui, pour éviter de travailler trop sur la fatigue et à un et moment pour donné être de très plus être. concentré aussi. Voilà. Ouais. Donc Ouais. où je fais des petites répétitions de 30 secondes un peu à intensité élevée. Mhm. Que j'espace, tu vois, de 1 minute, etc. Ou alors je fais des séances un peu plus longues de 2-3 minutes de descente un peu appuyée, et puis j'en fais qu'une dans la sortie, par exemple. Et ça, je trouve que ça marche pas trop mal parce que tu vas pas perdre la lucidité quand tu travailles. Enfin, moi, c'est ce que Oui. j'ai remarqué. Ouais, je vais peut-être essayer effectivement parce que toujours on se dit oh, bah, tant qu'à mettre de la qualité, autant mettre de la quantité et puis on va voilà, répéter X fois la descente et au final se faire mal, perdre un peu d'attention et Mhm. puis casser pas mal de fibres. Alors qu'en faisant ça, effectivement, je pense que ça peut permettre de faire un bon compromis, de se dire bon, je me fais pas mal, mais pour autant, je suis quand même en train de progresser parce que j'en ai fait quelques-unes à bonne intensité. Moi, Je vais ça a essayer. fonctionné pas trop mal, ouais, effectivement. Ça va être mon boulot de l'hiver, ça. C'est Enfin, clair. ouais. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Non, tu en as pas parlé en fait. Est-ce que tu peux nous parler des objectifs principaux à venir? Un seul ou plusieurs? Alors, un seul, plusieurs. Je vais courir la Saint-Élion. Je sais Ah, pas si bien. c'est un objectif. Ouais. Je sais pas si c'est un objectif. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, quand je suis montée dans la voiture, je cherchais déjà sur le calendrier ce que je pouvais courir. Et au niveau date, pour revenir, enfin, pour espérer pouvoir être en forme, il y avait que cette date-là, c'est-à-dire 3 semaines après. Mhm. Et ça tombait donc sur le week-end de la Saint-Élion. Je vais courir la Saint-Élion. Honnêtement, je ne sais pas si ça va le faire. Je suis très dubitative. Je me préparais pour une course donnée avec une date donnée, une distance et un dénivelé établi. Et là, tout change. C'est un peu Je sais- équivalent quand même. C'est quand même plus court Pas dans et le profil, beau. pas dans le profil, Bref. mais Alors, pas dans elle le fait quoi? profil. Juste, Elle fait 76. voilà, 76. Donc c'est quand même 30 km de moins, avec du dénivelé en plus et des conditions complètement différentes, étant donné que c'est une course entièrement de nuit qui va partir à minuit. Là, on était sur une course qui partait à 11 h le matin. Physiologiquement, c'est pas la même chose. Mhm. Bref, j'ai vraiment envie de bien faire sur cette course et j'ai vraiment envie de me battre pour faire le meilleur chrono possible. Mais aujourd'hui, je suis incapable de dire si ça Mhm. passera ou pas. D'accord. Je sais pas. Donc quand je fais les choses, c'est pas à moitié. Alors clairement, je l'ai plus que dans un coin de la tête, hein. J'y pense à peu près 20 fois par jour à cette Saint-Élion. Je vais tout faire pour qu'elle passe. Et puis bon, si elle passe pas, c'est pas grave, mais au moins je l'aurais tenté. Je préfère avoir tenté et ne pas avoir regret plutôt qu'être rentrée chez moi après le red light devant des trails et puis déprimée en me disant bon bah ça y est, la saison elle est finie. C'est clair. Donc voilà, C'est ça clair. c'est le petit objectif de fin de saison pour essayer de rattraper la déception du red light. Et après l'année prochaine, il y a un bel objectif intermédiaire, mais qui est pour l'instant secret. Tu Secret nous pour feras ma pas l'honneur, famille. tu nous feras pas Donc, non, l'honneur de. Non, non, mince. Ah, quel dommage. il y aura pas d'exclusivité ici parce que sinon on va anéantir la surprise. D'accord? Donc il y a un petit objectif intermédiaire qui est sympa. Mais sinon, l'objectif principal de la première partie de l'année, ça va être au mois de mai, dans le cadre de la Maxi Race, l'XXL Race, donc Mhm. 115 km à courir sur 2 jours.
75 km le premier jour, 42 le deuxième. Et puis voilà, avec la grosse incertitude de comment, dans quelques mois, je vais pouvoir enchaîner un 42 km avec du dénivelé, le lendemain d'un 75 avec du dénivelé, alors même qu'après mon 83, j'arrivais plus à marcher. Et qu'il m'a fallu 3 jours pour reprendre une démarche un peu correcte tellement j'avais des courbatures. J'adore les challenges et j'adore tout ce qui a trait à la gestion physique, on va dire, de la course à pied, du trail. Donc voilà, c'est l'objectif. J'ai vraiment envie de trouver la solution à mon équation de comment je peux faire pour enchaîner ces 2 jours. Par contre, j'ai vraiment à cœur de le faire bien. Donc voilà, c'est ça mon objectif principal de la première partie de saison. C'est tout fin mai. Et puis après, on verra, mais il y aura un deuxième objectif à l'automne ou à l'hiver que j'ai pas encore fixé. J'y ai réfléchi encore. Je sais pas trop sur quoi je veux aller encore. J'attends de voir notamment peut-être la Saint-Élion, comment ça va se passer. Plutôt du long ou... Mais plutôt du long dans tous les cas, oui. Oui, ce sera du long, c'est sûr. À savoir si c'est du long à plat ou du long un peu dans le dénivelé, je pense que ça va être la question principale, et à voir si c'est du long ou du très long. Est-ce que je pousse encore plus? Je sais pas trop. On va voir, mais voilà, toujours est-il qu'entre mai et automne, il va pas se passer grand-chose parce que j'ai pas d'objectif l'été. Donc l'été, je suis les copains, je m'entraîne, je regarde avec admiration les grosses courses comme l'UTMB, mais je cours pas. Il fait trop chaud pour moi l'été. D'accord. Donc tu as une grosse coupure à ce moment-là, quoi. Tu profites bien de ton été. La saison en décalé, effectivement. Donc j'en profite. Je m'entraîne aussi, hein. Mais voilà, je mets pas de séance, je mets pas trop de spécifiques. Et puis s'il y a un gros objectif à l'automne, ça permettra quand même, d'être quand même mobilisé pendant l'été sans avoir un dossard à accrocher au milieu de l'été. Donc c'est un bon compromis, je trouve, même si ça fait une façon d'organiser sa saison un peu originale, de mettre plutôt un gros objectif début d'année et un gros objectif fin d'année. Mais bon, c'est comme ça que je trouve que l'équilibre est bon, donc je vais refaire ça. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu, nous faire un tableau de l'organisation de ta vie globale aujourd'hui, professionnelle, personnelle, sportive? Comment tu arrives à mélanger tout ça? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est facile? Non, c'est plutôt facile parce que quand on veut, on peut, mais c'est une question d'organisation quand même. Je pense qu'il faut être un minimum organisé. Quand je te disais tout à l'heure, tous les dimanches, je prends mon planning et je regarde un peu ce que je vais faire dans la semaine, si je vais aller une fois faire des côtes et une fois au stade. C'est un peu l'idée en fait. Ça demande un minimum d'organisation, mais voilà, clairement, ma journée, elle commence à 6 heures et elle finit vers 22 heures. Et j'ai travaillé 8 heures. Mais j'ai aussi une pause de midi qui me permet d'aller m'entraîner notamment. Parfois ou parfois pas, mais voilà, ça peut permettre de caler un entraînement facile entre midi et 2. Et puis ensuite, le matin, je m'interdis pas de mettre le réveil un petit peu plus tôt, pareil, pour faire une séance si elle loge pas le soir. Donc voilà, ça va être des entraînements au choix matin, midi et soir. Quand je vais monter ma jument le soir, j'essaye d'aller m'entraîner le matin ou le midi. Et quand j'ai un resto avec les copines ou un goûter thé, je décale un peu tout. Je me lève un peu plus tôt ou je me couche un peu plus tard pour rajouter la séance de home trainer derrière. Mais voilà, en général, juste avec un peu d'organisation, ça se goupille bien. Ça laisse juste pas beaucoup de place à Netflix, à la télé. Mais c'est tout. Parce que du coup, comme on est bien fatigué de sa journée, on s'endort tôt quand même quand on s'entraîne pas mal. Donc non, voilà, ça me laisse quand même le temps de tout faire et j'ai quand même la chance d'avoir pas mal de jours de congé à mon travail, donc les journées off, j'en profite pour m'entraîner. Donc tu arrives à mélanger tout ça et tu te sens pas débordé, ou tu es arrivé à trouver un équilibre, quoi. Oui, en tout cas, je suis arrivée à trouver un équilibre. Je pense qu'il me faudrait pas une troisième activité, hein, très sincèrement. Le trail et l'équitation plus mon boulot, c'est bien. Tu te mettrais pas au bowling ou au snooker demain, quoi. Non, je vais manquer de temps. Mais il y a plein de trucs que j'aimerais faire, hein. J'adorerais aller à la salle d'escalade plus souvent. Dédicace à mes copains qui me disent toujours pourquoi tu viens pas. Je leur réponds parce que j'ai pas le temps. Je voudrais bien aller nager aussi. Enfin, il y a des trucs qui logent pas, hein. Voilà. Mais
voilà, voir mes amis monter à cheval, courir et m'entraîner un peu sur le home trainer devant la télé, ça va, ça se fait bien quand même. Les journées sont longues, donc ça se fait. Faut juste pas avoir peur de se lever un peu tôt parfois. On va en venir un petit peu au podcast, à moi en Ouais. particulier, hein. Je suis un peu égoïste dans cette partie-là. Alors comme tu sais, sur ce podcast, ma priorité, moi, c'est de faire évoluer le podcast en fonction des retours que j'ai et d'être vraiment à l'écoute des auditeurs qui me font des retours. J'aurais voulu te poser quelques petites questions par rapport à ça. Est-ce que tu peux me dire comment tu as connu le podcast ? Oui, alors je l'ai connu par Instagram, tout simplement. On a une belle communauté, je trouve, de course à pied et de trail qui Ah oui. partagent plein de trucs trop chouettes. Donc à chaque fois, c'est comme ça que je découvre les choses. Et en l'occurrence, oui, je sais plus, mais voilà, quelqu'un à qui je suis abonnée avait partagé ton podcast. Et je me suis dit, oh, bah, pourquoi pas? Donc je l'avais enregistré et je m'étais dit, bah, prochaine sortie, je l'écouterai. Et j'ai écouté, c'était une sortie entre midi et deux, donc j'ai fait qu'un footing de 3/4 d'heure. Alors j'ai écouté la moitié, et c'était l'interview d'Antoine Mhm. de l'association Basket au pied. Et puis, enfin, ça m'a fascinée. Je pense que j'ai vraiment, en plus, commencé par quelque chose enfin, quelqu'un qui m'intéressait vraiment, que j'aimais beaucoup écouter. Mhm. Et du coup, j'ai écouté la deuxième partie le lendemain midi. Et puis voilà, après, je les ai réécoutés. Mais voilà, c'est par Instagram que je t'ai connu. D'accord. Est-ce que tu peux me dire, en toute sincérité, quelles ont été tes impressions? Donc, tu en as un petit peu parlé là, mais est-ce que tu peux me parler de tes premières impressions à l'écoute? Le fait que c'était bien fait parce que c'était complet, dans le sens où tu faisais pas forcément un focus sur quelque chose, mais tu étais très à l'écoute de la personne, et les sujets abordés étaient voilà, complètement divers et variés, mais au bon sens du terme, au sens complet. Donc dans le même podcast, il y a des choses très très légères et des choses beaucoup moins. Je pense au podcast où tu as interrogé Antoine notamment, mais les autres, c'est un peu ça. Il y a de tout. C'est la façon dont tu as eu, je pense, de t'adapter à la personne que tu avais en face, et de prendre le rythme qu'il mettait. Enfin voilà, la bienveillance dont tu as fait preuve dans tes podcasts, c'est ce que j'ai le plus apprécié. Et vraiment, oui, cette diversité, de voir que tous les D'accord. sujets étaient plus ou moins abordés sans forcément être expertisé jusqu'au bout, mais voilà, on parle de tout, on parle Mhm. d'entraînement, on parle de coaching, on parle de vie privée, voilà. Donc, je précise que je pose pas ces questions pour recevoir des compliments de ce type à chaque fois, hein. Non, mais Sincèrement, c'est en toute tu me feras le chèque après, transparence. t'inquiète pas. Voilà. Tu me feras le chèque après, je le dirai à Ah ouais. personne, hein, combien Non, tu m'as mais payé pour moi, dire c'est ça. que c'est le liquide, moi. C'est que le liquide. Voilà. Non, mais Ça en m'arrange. toute sincérité, moi, c'est vraiment pas le but. C'est pas de faire dire aux invités des compliments, etc. Non, c'est vraiment le but premier, c'est d'avoir les ressentis des gens, et que vraiment, en toute sincérité, on me fasse des retours. Donc là, j'apprécie d'autant plus ce que tu dis, parce que ça me touche énormément. Est-ce que tu peux parler éventuellement de quelque chose que tu n'as pas aimé ou que tu as détesté dans ce Non, podcast? ah non, détester, j'aurais jamais accepté ta proposition si ça avait été le cas. Pas aimé non plus. Euh, je dis ça pour l'instant parce que j'ai pas entendu ma voix, quoi. Après, il est clair que du coup, Ah, mais tu je l'aimeras vais pas pas ta aimer voix. ma voix, voilà. Non, mais c'est sûr, hein. Donc, mais à part ça, non, non, à part ça, il y a rien que j'ai pas aimé. Il y a des sujets qui touchent plus que d'autres, forcément. Donc, il y a des podcasts qu'on va peut-être plus réécouter que d'autres. Mais j'ai Mhm. trouvé tout intéressant, et des gens que j'aurais pas forcément, auquel je me serais pas forcément intéressée, on va dire. En tout cas, j'aurais pas forcément cherché d'infos. Tu me les as fait découvrir par ton podcast, et c'est chouette. Et puis sinon, tu nous as fait redécouvrir des figures sympas comme Hugo Ferrari. Chapeau. Ça a pas dû être facile l'interview avec Hugo pour l'avoir eu avec moi dans le cadre du Red Light Winter Trail. Cette fois, décidément, je suis tous les événements Il Red était, Light. il était speaker? Non, il était coureur, donc il était Coureur? infernal. Bah oui, parce qu'il y avait 15 cm de poudreuse, donc il D'accord. râlait. Ah, il est top, Hugo. On s'est Ouais, régalé. Ça a été un super moment. oui, oui. Bon, Mais ça permet de découvrir autrement que dans ces podcasts, et voilà, il est c'est cool. ça que j'ai bien aimé aussi. Ouais. Dernière petite question par rapport au podcast. Est-ce que tu peux me dire ce que tu attendrais ou ce que tu aurais envie d'entendre et que tu n'as pas encore entendu? Euh,
Je sais pas ce qui manque dans les podcasts de course à pied de manière générale, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont abordées. Je pense qu'il faut pas plus rentrer dans la technique, mais oui, peut-être aller chercher des gens on n'aurait pas pris le temps de leur parler forcément, et Mhm. pourtant ils ont une connaissance de la pratique du trail qui est peut-être plus importante que les coureurs, je pense. Mais par exemple à des organisateurs de courses, mais pas seulement. Enfin, je veux dire, autour du trail, il y a quand même une grosse communauté qui s'étend au-delà des gens qui courent. Donc voilà, ou quelques extraterrestres de la discipline. Lucas Papi, par exemple, Mhm. on le J'en voit rêve, souvent. j'en Ouais, rêve. il est génial en plus. Il est d'une gentillesse extraordinaire. J'étais Moi, avec lui au ravitaillement. je rêve de l'avoir dans le LTP, quoi. C'est clair et Ouais, net. je pense que tu vas lui demander et il va être obligé de te dire oui, Lucas, Allez, maintenant. allez, je vais me lancer, je vais me lancer. Ouais, hésite pas. Non, et c'est quelqu'un d'extraordinaire. Donc voilà, peut-être juste des gens qui font pas trop de bruit, mais qui sont là tout le temps là et depuis des années. Voilà, ces gens-là, un peu des extraterriens de la course à pied, mais Mhm. pas forcément célèbres. Et puis des personnes, ouais, annexes, un peu, je sais pas, voilà, les gens des teams d'élite aussi, par exemple, des organisateurs de courses, tout ça. Je pense que ça Mhm. manque un petit peu. Enfin voilà, si on devait relever les panels qu'il y a dans les podcasts de course à pied, c'est peut-être juste ça qui Alors, pour accéder à ta requête sans même avoir forcé, j'ai déjà enregistré un épisode avec un organisateur de course qui va Ah, être diffusé là, dans les prochaines semaines, bien. qui est qui est l'organisateur du Trail de la Seine-Victoire à Aix-en-Provence. Donc un épisode Ah, qui bien. sera diffusé prochainement. Et je suis en contact avec deux trailers de très très haut niveau actuellement là, que je vais peut-être avoir l'honneur d'interroger à la fin du mois. Donc Ah ouais, super. En plus, place aux ça femmes, c'est avance. chouette. Ouais. J'essaye au maximum comme je le disais dans l'épisode d'Hugo, de respecter la parité. C'est pas évident, Non, c'est sûr. mais je veux faire en sorte que ça soit respecté, quoi. Mm. Revenons un peu au sujet qui fâche, entre guillemets. Est-ce que tu peux me parler euh, comment tu perçois le regard négatif des non-initiés sur notre pratique de l'ultra-trail? Euh, Alors, de manière totalement détachée. Alors, pour le coup, ça ne m'atteint pas. Il y a beaucoup de choses, hein. Je suis quelqu'un de très Tu l'as déjà sensible. vécu? Tu l'as déjà vécu Oui, bah bien sûr, enfin comme nous bien tous, hein? sûr, mais tous, bien sûr, tous. À partir du moment où on chausse nos baskets plus de 2 fois par semaine, On est des drogués. on est des drogués, on n'est pas bien, et puis on s'abîme les genoux. C'est ça. Non, je le prends avec un maximum de détachement parce que je, je pense qu'ils peuvent juste pas comprendre et que c'est pas fait avec de la malveillance. C'est même parfois fait, je pense, avec toute la bienveillance du monde, en se disant mais tu te fais vraiment mal hein, en faisant ça. Pourquoi tu fais ça alors que tu pourrais juste être sur ton canapé en regardant Netflix? Et et voilà, bah, souvent je souris, je fais oui, bah, oui, c'est sûr. Oui, je sais pas pourquoi je fais ça. Je vais encore courir parce que comme j'ai pas la réponse à ma question, je Je voudrais pas courrai encore m'arrêter un un peu second. pour y réfléchir. Voilà, exactement. Mm. Que je voudrais pas m'arrêter un si bon chemin avant d'avoir la réponse. Je sais pas ce qui me fait courir autant, mais oui, c'est vrai que non, non, non. Je pense qu'il faut. Enfin, ils sont tellement déconnectés de ça. Ils ont pas les sensations qu'on ressent quand on prépare une course, quand on s'entraîne. On sait hein, qu'on est en quelque sorte drogué aux endorphines dans le sens où voilà, ça sécrète des hormones de bonheur, mais comme manger du chocolat ou regarder un bon film. Mhm. Enfin voilà, on fait ce qu'on aime et du coup ça conduit parfois à le faire à une intensité qui paraît déraisonnable alors même qu'elle l'est pas et qu'on est très très loin d'intensité de sportifs de haut niveau ou de gens qui ont vraiment un problème avec le sport au sens large, quoi. Je pense vraiment que la majorité des personnes qui sont dans les pelotons vont juste très bien et ont juste envie un jour de se lancer un défi un peu fou qui consiste à dire tiens, et si je courais pendant 12 heures, 24 heures ou 72 heures, quoi. Je pense que la majorité des gens qu'on croise et qui constituent cette communauté sont loin d'être toutes dérangées. Et moi, je croise énormément de gens du coup avec le podcast et j'ai l'impression d'avoir plutôt affaire à des gens qui sont bien câblés, quoi. Ouais, moi Donc, aussi, par rapport à ce que clairement. tu dis. Clairement. Je pense que d'ailleurs, il y a qu'à le voir
comment dire, dans l'esprit qui règne. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de bienveillance entre les coureurs quand on se croise, un petit signe, un petit sourire. Dans les pelotons, alors je sais pas, hein, peut-être que c'est parce que je suis une fille, mais enfin, tous les gens sont gentils. Enfin, Mhm. vraiment, il y a beaucoup de C'est un monde à gentillesse. part. Bah oui, je trouve. Et du coup, je me dis, bah, enfin, ça peut pas être un sport de con, quoi, finalement, vu qu'il y a des Mhm. gens gentils. Alors, il y a des cons comme partout, bien sûr, mais non, je pense qu'effectivement, il faut pas être dérangé. Il faut peut-être avoir vécu des choses qui font qu'à un moment donné, on a quelque chose à se prouver et qu'on se dit que oui, il est plus opportun d'aller courir 2 heures de nuit avec sa frontale que de mettre un bon film à la télé. Mhm. J'entends, hein. Je pense qu'à un moment, voilà, il y a quelque chose en nous qui fait qu'on a envie de se dépasser, qu'on a envie de... Mais voilà, on le fait avant tout parce qu'on aime ça et pas parce que quelqu'un nous y oblige. Donc voilà, les gens qui me disent ça et que je vois malheureux quotidiennement dans leur travail, je me dis, bah oui, mais toi, tu vas bien travailler tous les matins. Je te plains beaucoup plus toi que moi qui vraiment ai un sincère plaisir à mettre ma frontale pour aller courir le soir au lieu de regarder mon film. Parce que j'ai décidé que ce soir, j'irai courir la nuit et que c'est chouette de courir la nuit. Mhm. Donc, je le prends avec beaucoup de détachement dans le sens où je me dis, bah, c'est même pas de la malveillance parce qu'ils savent pas. Il y en a même, je pense, qu'ils le disent avec une certaine forme de bienveillance en disant, attention, si tu cours trop, tu vas être Mhm. bigorexique parce que c'est un mot à la mode. Enfin voilà, mais bon, non quoi. Merci, ça va. Je pense que globalement, on peut dire que le sport, même si c'est vrai fait comme nous, un peu de manière un peu excessive, apporte plus de choses qu'est-ce qu'elle en enlève, quoi. Hein. Tout à fait. Donc, Bien sûr, clairement, je pense qu'après, il faut trouver un équilibre qui nous convient, mais l'équilibre qui convient à ce jour, il sera pas le même toute ma vie. Enfin, moi, je j'ai pas couru autant toute ma vie et je courrai pas autant toute ma vie. En ce mhm. moment, j'ai besoin de ça. Peut-être que dans 4 ans, en fait, j'aurais juste envie de monter ma jument tous les jours et que du coup, j'aurai moins le temps pour aller courir et que mon dada du moment, entre guillemets, ce sera l'équitation et que l'équitation. Mhm. Et puis peut-être qu'au contraire, j'arrêterai, enfin, je monterai moins à cheval pour plus aller courir, encore plus qu'aujourd'hui. Je sais pas de quoi ma vie demain sera fait, mais voilà, peut-être qu'un jour je raccrocherai les baskets. Je sais pas. Je suis absolument sereine avec ça. Il y a certaines personnes qui disent, bah moi, mon rêve, c'est de courir jusqu'à 70, 80 ans. Mais moi, je suis franchement admirative hein, des records que je vois, des gens qui continuent à courir. Sur des distances énormes ou sur des temps énormes, à 60 ou 70 ou même 80 ans, hein, franchement, on en voit. Mhm. Mais c'est pas quelque chose dont je rêve. Peut-être que c'est ce que je ferai, mais je le sais pas. Aujourd'hui, je me projette pas dans le sens où ma vie, elle est équilibrée aujourd'hui comme je l'entends. Si demain Mhm. l'équilibre change, c'est parce que je l'aurais choisi et voilà, voilà. Je pense que je courrai toujours parce que j'aime ça, mais je Mhm. pense qu'au fil de ma vie, les intensités continueront à être Ça pourra différentes. changer. Ouais, Mhm. ça Tout à pourra fait. changer. C'est pas parce qu'aujourd'hui je cours à peu près 250 km par mois en période de prépa que je Mhm. courrai toute ma vie 250 km par mois. Loin de là, peut-être qu'un jour je ferai 100 et puis ce sera déjà super et puis je serai déjà contente de le faire. Donc J'ai un peu la même vision des choses que toi. C'est ma passion. C'est forcément ma passion pour réaliser ce podcast. Hein, mais je prends la pratique de manière un peu détachée. Hein. Tu vois, là, je me suis arrêté un mois. J'ai pas couru pendant un mois parce que j'ai senti qu'à un moment donné, mon corps avait peut-être besoin d'un vrai repos, quoi. Et puis, ça m'a pas perturbé outre mesure. Et je pense que cette vision des choses est bénéfique pour notre pratique, je pense. oui, je pense qu'il faut se dire que rien n'est figé et que les choses peuvent changer. Alors, c'est sûr, hein, la blessure imposée, elle peut faire très 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 mal enfin, l'arrêt forcé, pardon, par la blessure notamment, ça peut faire très mal à la tête parce qu'on a envie d'aller courir et qu'on peut plus. Mais juste se dire qu'on a la liberté d'aller courir, mais aussi la liberté de ne pas aller courir, Mhm. bah c'est bien. Aujourd'hui, j'ai la liberté d'aller courir, je vais beaucoup courir et puis si un jour j'ai plus envie ou j'ai moins envie. Bah, je le ferai moins, c'est pas grave. Et puis peut-être qu'un jour, finalement, je m'éclaterai dans des trails de 15 à 20 kilomètres. Alors qu'aujourd'hui, ces trails-là, ils me font mal et je m'amuse pas. C'est pour ça que je prends pas de dossard pour faire 15 ou 20 bornes. Je Mhm. sais que c'est dur pour moi, ça va trop vite. Voilà, je m'éclate sur 2 longues distances dans l'année. Bon, bah voilà, c'est ma pratique aujourd'hui. Ce sera peut-être pas la même dans 5 ou 10 ans. Je pense qu'il faut prendre les choses comme elles viennent et puis que c'est bien de vivre intensément. Enfin, on a de la chance de choisir sa C'est vie quand clair, même. Donc, c'est bah, clair. continuons à le faire. Donc, quand on me dit, bah oui, mais quand tu auras des enfants, une famille, bah, je ferai autrement. Bien Enfin, sûr. parce que j'aurai d'autres priorités. Mhm. Aujourd'hui,
Ma priorité, c'est de me faire plaisir par mes sports, donc c'est ce que je fais. Voilà, c'est Très un peu bien, ça. très très bien. On est absolument d'accord là aussi. Mm. Pour terminer les questions un peu existentielles, est-ce que tu as un sujet que tu souhaiterais évoquer qui te tient à cœur? Alors, le sujet, en fait, on l'a déjà évoqué. J'en avais pas particulièrement. Je pourrais faire ma féministe en disant la place des femmes dans le trail, mais non, franchement, je trouve qu'on est bien représentés. On a des représentantes magnifiques et puis il y a quand même une belle place qui est faite aux femmes. Non, non, non. Mhm. C'était le sujet qui me tenait à cœur, c'était celui-là c'était celui sur la bienveillance envers les organisateurs que j'ai D'accord. abordé tout à l'heure. Euh, Vraiment doucement avec le bashing sur les Comme réseaux un chat. sociaux. Oui, c'est ça. Je passe allègrement devant la caméra. Doucement sur les bashing réseaux sociaux, quoi. Enfin, il y a des gens qui lisent ces lignes et à qui ça peut faire très mal. Il y a Mhm. des courses qui s'en remettent pas et qui, l'année d'après, disent, bon, bah, on n'organise plus. Voilà, je pense qu'il faut juste un peu, voilà, rester à sa place, prendre du recul. Quand on est allé dans une course et qu'il y avait des bouchons et qu'on n'était pas content, et ben à la limite, on revient pas l'année prochaine si on n'a pas entendu ce qu'a nous dire l'organisateur. Si la course était annulée, ben, les organisateurs en sont le premier désolé, donc on refait son sac et on repart et puis on fera un footing le lendemain et on a le droit d'être déçu, mais voilà, on prévoit un autre objectif et tout. Enfin voilà, le sujet qui me tenait à cœur, c'était juste celui-là de se dire c'est bien d'être nombriliste, hein, je pense qu'on l'est un peu dans notre pratique, clairement, Dans notre pays aussi, surtout. dans notre pays aussi, mais voilà, c'est que dans notre pays, on est aussi quand même super méga râleur et Mhm. ouais, de manière générale, doucement sur le jugement, quoi. Donc doucement sur le jugement des athlètes qui courent trop, doucement sur le jugement des athlètes qui courent pas assez, doucement sur le jugement sur le poids, doucement sur le jugement des organisateurs qui prennent à chaque fois les mauvaises décisions. Alors oui, enfin, il y a un moment, on fait toujours des heureux et toujours des malheureux quand on tranche quelque chose. Donc, enfin voilà. Mhm. Le sujet qui me tenait à cœur, c'était juste voilà, celui de l'appel à un peu de bienveillance parce qu'on fait tous le même sport. Et franchement, je pense qu'on est tous des passionnés et qu'il y a plein de choses qui nous réunissent. On ne peut pas avoir les mêmes avis sur tout, ça c'est clair et net. Les discours entre trailers seront pas les mêmes de l'un à l'autre et c'est bien normal. On est tous attachés à quelque chose. Moi, quand j'engage une course et pas une autre, c'est parce que voilà, j'ai mes critères de choix de course qui rentrent en compte. Je peux entendre que d'autres n'aient pas les mêmes, mais voilà, faut être un peu respectueux envers la pratique de tout le monde, je pense que c'est important. Très bien. Bon, bien entendu. Message reçu. On va passer aux fameuses questions rapides. Donc, tu connais le principe, des réponses courtes et pas d'argumentaire à donner. Ouais, Plat j'ai peur. favori après... Tu as peur? Tu as peur? Mais ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Plat favori après la course ou l'ultra? Ouais, pizza. Boisson favorite? Coca zéro. Coca zéro. J'adore le goût de Putain, l'aspartame. C'est le horrible. détail. Faut pas... Non, faut le dire à personne. J'adore le goût de l'aspartame. C'est meilleur que le sucre. Mais chut. Mais tu peux pas dire ça. Mais le coca, c'est la vie. Ouais, mais Le zéro. coca zéro, c'est Non. le fake. C'est pas Bon, je normal. réessaye un coca normal, mais j'ai peur d'être déçue. Ah bah tu vas être surprise. Hein. Ah si tu es fan de Coca Zéro et que tu te remets au Coca, ça va être compliqué. Hein. Alors on ne touche pas le Coca. Le Coca c'est bon. Je réessaye. Gel, bar ou les deux? Les deux. Fait maison ou industriel? Fait maison. Courir en France ou à l'étranger si tu as eu la chance de courir à l'étranger? Les deux. Courir seul ou accompagné? Les deux. Grosse crise de crampes ou gros problème de digestion en course? Une grosse crise de crampes. À choisir, hein, si tu devais choisir entre les deux. Ouais, grosse crise de crampes parce Grosse que crise de crampes. je connais. D'accord. Racine ou verglas? Racine. Courir de nuit ou courir de jour? 2 jours. L'hiver ou l'été? L'hiver. Matin ou soir? Ah, matin. Bon, très bien. Tu as réussi avec brio Ouais, enfin, je suis mal barrée pour la ce test. Saint-Élion, du coup, tu remarqueras. Hein. C'est vrai. T'es sûr que tu veux vraiment la faire? Oui, je veux, c'est horrible. J'avais dit jamais. De toute façon, je me souviens avoir prononcé ces mots en disant de toute façon, de ma vie, jamais je ne courrai à la Saint-Élion. C'est vrai? J'ai dit ça il y a 2 ans. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Crédibilité moins 8000, quoi.
Non, mais faut jamais dire jamais, hein, c'est vraiment, ça se Voilà. confirme. Ça se confirme. Écoute, Marion, je te remercie énormément pour cet échange. Il était excellent et je me Merci à suis toi. régalé. Merci Voilà, tu à as toi. été une très très bonne cliente et je te remercie encore. C'est gentil. Merci. Tu veux rajouter quelque chose? Non, vraiment, je te remercie. Voilà, pour cette proposition. Au début, j'hésitais un peu. Je me suis dit, oula, mais j'ai aucune légitimité là-dedans. Et après, je me suis dit, non, il faut arrêter avec cette histoire de légitimité. On n'a pas besoin d'être légitime pour parler de ce qu'on aime. Donc Tout à fait. donc C'est voilà. le but du Donc, podcast. merci pour la confiance. Eh ben, je t'en prie. Je te souhaite une agréable soirée et à très bientôt. Au revoir, bonne soirée. Salut. Et voilà. Cet épisode du Let's Ride Podcast est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Pour ma part, ça a été un échange vraiment super intéressant et je me suis vraiment régalé avec Marion et je la remercie encore d'avoir participé au podcast. Alors comme à chaque épisode, je voulais vous rappeler, donc comme au début de l'épisode, que vous pouvez mettre 5 étoiles et que vous devez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour faire augmenter la visibilité du LTP sur cette plateforme, ce qui est excessivement important pour le projet. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux à Let's Try Podcast sur Instagram ou à Let's Try sur Facebook, également sur la chaîne YouTube Let's Try, et je vous rappelle que bientôt je vous tiendrai informé de la newsletter que je mettrai en place pour communiquer avec vous. En ce qui concerne Marion, si vous souhaitez la rejoindre sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller sur Instagram à marion521. Marie comme le prénom, ON 521. Je vous laisse rejoindre son profil Instagram qui est super intéressant et elle partage énormément de choses sur ce profil. J'espère vous retrouver dans un prochain épisode du LTP et surtout n'oubliez pas, vive le trail libre, vive Let's Trail et si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut